Bonjour. On y va? Oh mentai. Je te parie, on va couper tous les moments où tu Ça fais veut le chinois. dire, ça veut dire pas de problème, je Ouais. crois. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Yannick Dahan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis avec mon ami Yannick Dahan et on va parler d'un film qu'on affectionne tout particulièrement, qui est Fearless, le maître d'armes de Ronnie Yu, avec Jet Li. Salut Yannick, Salut. ça va? Ça va très très bien. Alors, Fearless, il y a plusieurs versions. Ouais. Donc le maître d'armes, je vais dire le maître d'armes parce que c'est le titre français pour que les gens se repèrent. Il est visible sur Netflix dans sa version normale, c'est-à-dire celle qui était sortie en salle à l'époque. Il y a aussi un director's cut qui, mine de rien, en fait, a une structure différente, Ouais. qui dure 40 minutes de plus, qui a un flow complètement différent, je trouve, mais on va en parler. Voilà. Bah, tu vas en parler parce que moi je me rappelle pas de la version originale, donc je regardais le director's cut, quoi. Et oui, on va en parler. Mais voilà. Et donc, est-ce qu'on peut pitcher vite fait l'histoire de Fearless, Yann? Oui, alors Fearless, c'est un film qui est dans la veine de ce qu'avait fait Tsuyark avec Il était une fois en Chine, et que par la suite Donnie Yen fera aussi avec Ip Man, c'est prendre une figure folklorique légendaire en Chine. On a Wong Fei-hong, et là on a, alors c'est compliqué, Huang Jia, voilà, qui est un type qui a inspiré, d'ailleurs, c'est intéressant de le savoir, c'est la figure historique qui a inspiré Bruce Lee pour la fureur de vaincre. Le remake Fist of Legend, le personnage de Shenzhen était quelque part inspiré de cette figure-là, puisque évidemment, même si la réalité de l'histoire de Huang Jia a été romancée et devenue en partie légendaire, c'est quand même lui qui s'est confronté à une école japonaise et qui est mort à la suite de ça. Donc ça avait influencé Bruce Lee. Et l'histoire du maître d'armes est assez simple, hein, puisqu'on s'intéresse à ce jeune personnage, fils d'un maître en arts martiaux, mais asthmatique, donc le père ne va absolument pas lui enseigner les arts martiaux, ce qui fait que ce gamin va être malgré tout obsédé par ça, et une fois que son père aura disparu, son objectif va devenir d'être le meilleur artiste martial de la ville où il est, et puis pourquoi pas plus, au point de devenir complètement obsédé, complètement fou, complètement avide de montrer sa supériorité sur les autres, ce qui va lui causer quelques problèmes et qui vont entraîner des drames dans sa vie. Et après, c'est une histoire de rédemption assez classique c'est quelque part cette thématique traditionnelle qu'on a dans beaucoup de films de kung-fu, qui est de comprendre la vraie valeur de l'art martial, qui n'est pas fait pour taper les autres, pour montrer qu'on est le plus fort, pour tuer, mais qui au contraire fait pour aider, maîtrise de soi, sagesse, tout ça. Donc voilà, un récit relativement classique, mais qu'on voyait pas malgré tout si souvent que ça, à Hong Kong, puisqu'on avait tendance à immédiatement iconiser ces figures légendaires, là où il y a ce parti pris extrêmement fort de Ronnie Yu qui fait qu'on a en partie adoré le film, c'est de faire du personnage de Jet Li quelqu'un de relativement détestable pendant une bonne partie du film, et dont on va voir l'évolution. Voilà, il y a ce truc qui est intéressant. Il y a aussi l'autre idée que, en fait, à cette époque-là, parce que c'est un film qui est quand même bien des années après Il était une fois en Chine, hein, Ouais. c'est un film qui est sorti en 2006, Ouais. à une époque où justement le cinéma de Hong Kong, en fait, traversait vraiment l'Atlantique, en fait, allait aux États-Unis, en fait, en Occident, etc., etc. Donc, nous, en France, à l'époque, il y avait beaucoup de sorties de films asiatiques, hein, dans les années 2000, alors que c'était c'était vraiment le désert dans les années 90, hein. Il y avait vraiment très peu de trucs, les films étaient généralement très mal perçus. On a eu une réaction un peu en décalé, un peu en retard. Le maître d'armes, c'est comme la création par Johnny To de Mickey Way, quoi. C'est-à-dire, c'est des choses qui se font au moment où les plus grands artistes et créateurs de Hong Kong se barrent, et où finalement Johnny To, c'était ce côté j'assume, je reste et je vais donner sa chance à des nouveaux talents, même si ça n'avait pas la même vocation que la Film Workshop. Et Ronnie Yu, c'était le type qui était déjà parti et qui finalement revient à ce moment-là pour renouer avec une certaine tradition. Et en matière de sortie,
En tout cas, chez nous, par exemple, Il était une fois en Chine, ils sont arrivés à la fin des années 90, début des années 2000, donc en fait en salle. Et donc ensuite en vidéo. Et alors que bon, c'est des films que nous, on avait découvert autant que possible, en fait, en VHS à Hong Kong ou en laserdisc, etc. etc. Et du coup, en fait, la raison pour laquelle j'insiste un peu sur ce point, c'est que justement, en fait, l'idée de montrer un film d'arts martiaux et la valeur des arts martiaux en fait philosophiques, etc., c'est quelque chose en fait qui dans ce paysage culturel à cette époque-là pour l'Occident n'était pas forcément aussi flagrant que ça. Il y a un côté, on peut voir un espèce de côté cliché avec le vieux maître sage, etc., qui a été beaucoup parodié chez les inconnus, chez les nuls, ce genre de truc. Mais en fait, indépendamment de ça, et bon, c'est un code du cinéma. C'est un code, voilà, c'est ça. Et déjà, le film ne joue pas vraiment sur ça dans l'absolu, mais surtout, en fait, c'était la volonté de Ronnie Yu et de Jet Li. Parce qu'à l'époque, Jet Li l'a vendu en disant c'est mon dernier film d'arts martiaux. Bon, il est un peu revenu dessus, mais c'était censé être son dernier grand film d'arts martiaux et il a arrêté après ça. Il avait, je crois, 45 ans à l'époque, donc voilà. Et en fait, c'était son idée, c'était de laisser un espèce de leg en fait sur voilà ce que représentent philosophiquement les arts martiaux. Et comme le film avait quand même des ponts entre guillemets avec l'Occident, puisqu'en fait il est sorti dans pas mal de pays dans le monde, en fait lui il le voyait comme cette bonne opportunité, parce que Jet Li c'était devenu une vraie star aux États-Unis aussi, etc., etc. Donc il le voyait comme cette opportunité là. Il y a il y a un peu de ça effectivement dans le film. Il y a aussi pour Ronnie Yu je trouve, je sais même, je sais pas si lui le prendrait comme ça, mais une revanche, c'est-à-dire qu'il revient en Chine pour refaire du cinéma là-bas, après avoir fait Bride of Chucky, qui est un film d'horreur plutôt sympathique, voilà, mais Freddy vs Jason qui est vraiment pas une réussite à mon sens, quoi, et qui renoue en fait avec ses premiers amours aussi, c'est-à-dire qu'en fait il a pas forcément fait il est pas forcément connu pour avoir fait des grands films d'arts martiaux, si ce n'est Bride of Dwighter, évidemment. Oui, mais il avait pas fait, enfin pour moi c'est clairement son plus grand film, Fearless. Bride of Dwighter, ça se pose là aussi quand même. Bride of Dwighter, oui, moi j'aime bien, mais je préfère de loin celui-là. Enfin, il y a un truc qui est marrant, parce que Ronnie Yu a jamais fait des films qu'on considérait comme des films vraiment nobles aux États-Unis, et qui sont des films d'exploitation, des choses comme ça. Et étonnamment, quand il revient à Hong Kong, il renoue avec une véritable tradition du cinéma local, folklorique, du film de kung-fu en costume, mais avec une espèce de rigueur et dans la mise en scène et dans le traitement narratif qu'on n'a pas forcément. Il y a toujours, même dans les grands films hongkongais, alors je fais exception évidemment des 2-3 génies qu'on connaît qui ont une constante dans ce qu'ils font, t'as toujours un scénario qui est très souvent extrêmement chaotique ou mal branlé ou fait de plein de raccourcis ou charcuté, et une mise en scène qui, même si elle est élégante des fois, même si elle est structurée, même si elle est intéressante, part toujours des fois a toujours des excès, des délires, une folie. Là il y a quelque chose que dans ce film qui est étonnamment, moi je le ressens comme ça. Si tu veux, pour moi, c'est l'anti-Tigre et Dragon. C'est-à-dire, c'est pas le faux film chinois occidentalisé, c'est vraiment un magnifique hybride des deux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout ce qui fait la particularité du genre tel qu'il a été développé à Hong Kong, et en même temps, une approche par moment de mise en scène, par moment de narration, c'est-à-dire on prend plus de temps sur la profondeur psychologique des personnages, sur l'émotion. Le film est presque plus fascinant et intéressant dans ses scènes non martiales qu'il ne l'est pendant ses combats, qui sont certes cool, et en particulier la première scène vénère dans le restaurant, là où il se fait la gueule, elle est incroyable. Mais je finis juste là-dessus. Moi, le film, il me bouleverse sur toutes les scènes qui ne sont pas martiales. Il y a quelque chose... alors après, on pourrait dire c'est d'une inspiration plus européenne même qu'américaine, j'en sais rien. Je connais pas la fascination que peut avoir Ronnie Yu pour ça, mais contrairement au cinéma de Hong Kong, qui est en général très bavard, on est sur un film où énormément d'éléments visuels, narratifs, scénographiques ramènent toujours à la thématique principale, le clodo qui n'arrête pas de parler à Jet Li, le buffle qui a une signification, le planter le riz d'une certaine manière, tous ces petits éléments, enfin, ça signe pour moi, mais si on veut bien sortir du cynisme qu'on a aujourd'hui et accepter la naïveté d'un film qui est très au premier degré,
c'est la première fois, moi, que je voyais vraiment à Hong Kong des éléments scénaristiques dans une œuvre aussi bien agencés, aussi bien structurés, au service d'une vraie thématique. Moi, c'est un film que j'adore. Là, tu sors des Tsuyark ou des mecs comme ça. Oui. Ouais. Tsuyark a quelques films qui sont d'une constance, d'une cohérence géniale, mais il est aussi capable de partir dans tous les sens. Il peut être foutraque, mais je parle dans ses grands films. C'est quelque chose qu'on peut lui accorder quand même dans les Once Upon a Time in China et dans les mais Once Upon a Time in China, c'est là où je te dis qu'il y a un côté, un peu hybride. On serait dans un film 100% fait par un Chinois. On aurait probablement des petits éléments de comédie ubuesque, comme on peut en avoir dans Il était une fois en Chine, des choses qui sont typiquement chinoises, que nous, on a appris à comprendre, à accepter petit à petit à force de voir les films, et qui sont absentes. C'est-à-dire, Le Maître d'Armes est un film purement chinois dans son respect des codes, de la mythologie, dans le message qu'il veut passer, dans la thématique, mais dans la façon de faire narrative pour amener la structure, l'arc narratif du personnage. Il y a quelque chose de ricain là-dedans. Il y a une rigueur, une exigence narrative qu'on n'a pas forcément souvent dans le cinéma. En tout cas, le truc qui est intéressant avec ce film-là, c'est aussi, quand tu parlais de naïveté, moi je l'aborde plus comme c'est pas forcément leur référence dans l'absolu, mais je veux dire comme un Charlie Chaplin en fait. C'est-à-dire que en fait, pour moi, c'est des sentiments simples. Oui. Mais des sentiments nobles qui fonctionnent et en fait qui sont habités. C'est surtout ça. En fait, t'as des plans en fait magnifiques. Enfin le plan final du film, je vais pas essayer de pas le spoiler, mais en fait c'est quelque chose d'assez stellaire. En fait, c'est un plan qui est magnifique. Alors qu'en fait c'est assez naïf et assez mais ça fonctionne très très bien parce qu'en fait il y a une approche presque. Alors Jet Li est bouddhiste, j'allais dire en fait, mais c'est marrant parce que il y a les deux versions du film qui sont intéressantes. Donc le truc c'est que le personnage de Yuan Jia c'est en gros celui qui a popularisé le wushu, c'est-à-dire c'est comme ça qu'il est présenté et il y a deux versions. C'est-à-dire du film. Donc on en a parlé au début. Il y a le cut international, qui est d'ailleurs, je pense, le cut qui est sorti partout dans le monde, sauf peut-être en Chine. Et il y a le director's cut de Ronnie Yu. Le cut international, c'est ce que vous avez trouvé sur Netflix. Si vous voulez voir le film, moi le film je trouve fonctionne très très bien comme ça déjà. Quand on l'a découvert à l'époque. Les distinctions, c'est qu'il y a un director's cut qui dure 40 minutes de plus et qui est agencé de manière différente. C'est-à-dire que le combat final contre les quatre étrangers à la fin, qui est un enjeu énorme en fait dans le film, pour son école, pour ces choses-là, etc. En fait, il est présenté dès le début dans la version qui est sortie en salle à l'époque. C'était en entrée, et puis en fait ensuite on repartait sur l'histoire de sa vie. Et du coup, tout était beaucoup plus, pas expédié, parce que ça fonctionnait, mine de rien. Mais c'était plus malin. C'est-à-dire que la réalité, moi je l'ai ressenti. Pour moi, je trouve qu'il y a deux tons différents en fait, dans les deux cuts. En fait. Mais quand je l'ai revu, alors là je parle purement narrativement, la dernière partie du film est factice. En fait, ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire toute cette rigueur, je trouve, narrative, dans le développement psychologique du personnage, en fait, elle est parfaite pour moi. Et elle est sublime quand je le vois quitter ce village, revenir dans sa ville d'origine et aller payer respect à ses morts. Et qu'il a tué ceux qu'il a tués. Ouais. La boucle, elle est bouclée là. Le fait qu'on reparte sur les étrangers, le fait qu'on aille recréer un enjeu qui est en fait un enjeu qui est simplement un mec a dit regardez, ces Chinois sont des malades. Ah bon, il n'a pas le droit de dire qu'on est des malades et il va les fighter. Non mais tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas que ça. Il y a quand même le l'ami. Tu veux dire Non, il y a déjà il y a la façon dont il va imposer le respect justement auprès de certains adversaires et surtout. Il y a ce qui lui arrive à la fin, quoi. En fait. Je suis entièrement d'accord. Et ça, c'est pour reconnecter à l'histoire du personnage. Et effectivement, elle est magnifique, la scène avec le gros balèze, où à la fin, il lui dit je vais pas te tuer. Et puis il y a une espèce de respect immédiat qui n'est pas. Mais je dis pas que c'est pas intéressant. C'est Nathan Jones qu'on a vu dans Mad Max Fury Road. C'est ça. Et je dis pas que c'est pas intéressant. Je dis que c'est
on redémarre, mais ça c'est un truc qui arrive souvent dans le cinéma de Hong Kong, où on brasse des fois des structures narratives, on va te racoler une sorte d'appendice, une sorte d'excroissance, et pour moi, toute cette fin-là est une excroissance qui fonctionne et qui est agréable à regarder, mais dont le film pouvait aussi complètement se dispenser, parce que au niveau du parcours de son personnage, véritablement, moi, ça se terminait quand il avait compris, si tu veux. Il revenait, il a changé, il est devenu une autre personne, et ça pouvait se terminer là. Et ça pouvait très très bien fonctionner de cette manière-là aussi. D'ailleurs, comme j'avais ce souvenir du tournoi contre les étrangers, en le revoyant, je me dis, attends, c'est quoi le prétexte qu'ils vont me donner pour aller lui faire foutre sur la gueule avec des mecs à la fin? Et voilà, et je me suis dit, c'est marrant, c'est quand même, pour le coup, sur un film aussi long, amené assez rapidement et tu vois. Mais alors la structure, en fait, ce que je disais, la structure est différente parce que donc ça s'ouvre sur ça, alors que par exemple dans le Director's Cut, ça s'ouvre sur un caméo de Michel Yeo, qui de nos jours en fait vante les préceptes du wushu à une assemblée un petit peu dubitative, ce qui est bon un peu caricatural dans l'absolu parce que t'as envie de dire si tu viens pour dans une session comme ça, si tu veux, t'es au courant de ce dont on va te parler, puis les mecs font mais vous êtes sûr que le wushu c'est vraiment un truc tu vois, zen et tout ça, que c'est pas pour casser des bras, tu vois. Donc bon, c'est un peu caricatural, mais c'est pas grave. Encore une fois, ça participe, je trouve, de la naïveté du film et de la bonne volonté du film aussi. C'est ça le truc. Et d'ailleurs, en fait, chose de terminer avec Steven. Il y a quand même une bonne volonté. ouais, mais ah bah pourquoi, c'est pareil. Hein. C'est genre, je vais vous apprendre ce que c'est l'écologie. Bon, là, je vais vous apprendre ce que c'est le wushu. Voilà. Ça a le même côté naïf, mais je veux dire, là, c'est tellement bien fait, c'est un film émouvant. Mais la différence avec Steven dans comment dire, dans Terminé, c'est que tu sais très bien qu'on a affaire, on n'a pas affaire à l'élève, on a affaire au professeur. Voilà, c'est tout quoi. Donc voilà. Mais non, mais et on fera un épisode un jour sur Terminé, Yannick. Mais le truc avec le maître d'armes, donc c'est qu'il y a, je trouve en fait dans la version internationale, une volonté de faire aussi un vrai film d'action, c'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, c'était extrêmement rythmé là-dessus, ça fonctionnait très bien. Là, quand tu regardes le Director's Cut, donc que vous pouvez trouver sur un Blu-ray américain, enfin moi c'est la version que j'ai. Il y a trois versions, c'est-à-dire il y a une version, la version internationale, il y a une version unrated. J'imagine qu'en fait il a été un peu coupé, donc il y a un peu plus de violence. Et il y a la version Director's Cut qui là pour le coup rajoute ces 40 minutes là. La structure est différente. Il est plus zen en fait. Il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il prend plus le temps. C'est-à-dire il prend plus le temps avec l'enfance du personnage. Il prend plus le temps avec l'amitié en fait entre lui et son ami avec qui va se répercuter quand ils vont grandir. Dans le village aussi. Voilà. Dans le village, il prend plus de temps aussi. Donc son histoire d'amour avec l'aveugle, qui est une histoire d'amour pas tout à fait un peu contrariée, on va dire. C'est plus violent aussi. C'est-à-dire que tu vois vraiment la mort de la gamine, tu vois vraiment la mort de la mère. En fait, en tout cas, elles sont. Mais je l'ai trouvé, tu vois, j'avais pas. C'est ça. J'avais souvenir d'un film galvanisant, mais là, quand je l'ai revu, je l'ai trouvé réellement bouleversant et je l'ai trouvé juste. C'est rare quand je dis ça d'un film de Hong Kong que je le trouve émotionnellement juste. C'est-à-dire que les rapports entre les personnages sont évidents, même symboliquement. Je veux dire, super idée de le faire rencontrer cette fille qui est aveugle et tout ce que ça peut signifier par rapport à ce type qui ne veut pas voir qui il était. Enfin bon, il y a vraiment quelque chose qui est plus appuyé là-dessus. Je te dis, j'en suis arrivé à préférer le film de personnages plus que le film martial, là où à l'époque j'avais adoré les scènes d'action, j'avais adoré tout ça. Et puis c'est ce qu'on cherchait quand on allait voir un Jet Li. Et là, mais justement, en fait, c'est resitue un peu, si tu veux, dans la carrière de Jet Li, un film comme Fearless, un film comme Le Maître d'armes, ça arrive aussi après son accession aux États-Unis, c'est-à-dire L'Arme Fatale 4, les merdes produites par Silver, là, les trucs comme comment ça s'appelle, Roméo doit mourir et comment c'était c'est Cradle to the Grave, l'autre en sursis, je crois. Non, je me rappelle plus le titre français. Cradle to the Grave. Voilà, c'était un truc avec DMX qui était vraiment à chier. Et des trucs, moi que je trouve relativement sympathiques, mais qui sont des films de bois, des films de veau là, comme The One, tu vois. Voilà. C'est marrant, ça. C'est marrant, mais je l'ai pas revu, mais c'était marrant à l'époque. Mais le truc justement, c'est qu'en fait, quand tu allais voir ce genre de film-là, tu t'attendais à ce qu'il y ait de la baston, ce qui est d'ailleurs le problème de Roméo doit mourir et de Cradle to the Grave, c'est qu'il n'y en a pas en fait. C'est de la merde. Donc il y avait aussi, si c'était plutôt sympathique, moi j'aimais bien Danny the Dog. Danny the Dog. Voilà, qui quand même pour une prod Besson était vénère.
était vénère. relativement sympa. Mais Puis voilà. il y avait des velléités dans Danny the Dog. Même Ouais. en termes d'action, il y avait des velléités. Ouais. Alors que là, voilà, c'est comment dire. Bon, même pareil, hein, c'est Ian Whooping à la chorégraphie Ouais. des combats. Donc voilà, c'est. Moi, je trouve, il y a à cette époque-là, il y a deux grands, comment dire, chorégraphes qui se tiraient la bourre aux États-Unis, qui étaient, enfin, en tout cas en Occident, qui étaient Ian Whooping et Corey Yuen. Ouais. Et moi, j'ai toujours eu une grosse préférence pour Ian Whooping parce que même si en fait, on a beaucoup reproché des combats câblés. Ouais. Le Le côté un peu aérien. Voilà, truc. moi, ça me dérange absolument pas. C'est le Ouais, genre moi de non truc plus. que je viens voir Ouais. dans le cinéma de Hong Kong, en fait. Ouais. Je veux pas voir du brutal forcément pour du Ouais. brutal, quoi. Et surtout, en fait, sa structure, je trouve, de chorégraphie permet de la mise en scène. C'est-à-dire que Ah, mais clairement. chez Corey Yuen, tu sens tout le temps que en fait, il faut cutter en fait, pour Ouais. faire fonctionner les coups. Mm. Et je trouve ça du coup un peu. Je trouve que en fait, c'est au bon vouloir du monteur, on va dire. Mm. Ce qui est forcément le cas aussi hein, avec Ian Whooping, mais en fait, il y a. T'as un mouvement, en fait, t'enchaînes sur 3-4 coups avant de pouvoir enchaîner sur un autre plan qui va enchaîner sur 3-4 coups. Et du coup, en fait, je trouve qu'il y a une vraie fluidité. Et quelqu'un comme Ronnie Yu, qui est quand même quelqu'un de talentueux, en fait, tu vois, pour filmer ça, il s'en sort du coup. Il arrive vraiment à trouver un truc. C'est même plus qu'il s'en sort. C'est-à-dire que, bon, autant je suis moins fan des fights finales là, contre les 4 étrangers, parce que t'as toujours ce principe de l'exotisme, si tu veux. Alors, ils vont aller te mettre l'espèce de cavalier belge là et ça lance. Bon, c'est un peu à l'ouest, quoi. Enfin, bon, mais c'est un truc qu'on a vu dans d'autres films d'arts martiaux. Mais par contre, la scène où il va aller affronter le fameux maître Chin là, elle est hallucinante cette scène. Et cette scène, elle est Et pas. elle est surtout hyper barbare, en Elle fait. est barbare, elle est violente. Non, mais elle est pensée. En fait, c'est dans ces moments-là dans le film que tu vois aussi un Ronnie Yu qui est pas con, hein, et qui se dit, qui se laisse influencer volontairement par Tsuyark, parce qu'il y a quand même énormément d'éléments. Je pense que dans qui la sont représentation des arts martiaux, Exactement. il y a un Et, avant et un après attitude oui, franchine. mais, quand même, hein. mais même cette scène-là, pour moi, elle est assez symptomatique. C'est-à-dire que Mm. non seulement tu vois bien qui reprend le principe d'une caméra qui va se placer dans des angles qu'on ne fait pas quand on est un serviteur des chorégraphes hongkongais habituels, où c'est eux quelque part qui te disent tu mets la caméra ici, tu la mets là parce que ça va rendre le coup meilleur, tout ça. Donc là, il y a la prise en compte de l'espace, il y a la prise en compte du mobilier, de la scénographie qui est vraiment en droite ligne de ce qu'essayait de faire, de ce que faisait parfaitement Tsuyark dans Il était une fois en Chine. Je veux dire, le jeu avec l'eau, le jeu avec les poutres, là, c'est le jeu où on est coincé, enfermé entre des différents mobiliers en bois qu'on casse. Enfin, elle est une montée en crescendo en elle-même, cette scène, qui pour moi est une des meilleures scènes de kung-fu que j'ai vues depuis longtemps, et où je sens qu'il y a quand même la patte véritablement de Ronnie Yu et pas simplement du chorégraphe. sûr, Tu vois. ouais. Là où à la fin, c'est plus... Les scènes de la fin sont plus, je les trouve plus habituelles, en fait. Plus normales, entre guillemets, dans ce qu'on voit à Hong Kong. Mais cette scène-là, elle est vraiment vénère, elle est vraiment cool, quoi. Ouais, puis elle est habitée, quoi. Tout bêtement, en fait, elle est habitée par Jet Li. Jet Li, de toute façon, ouais, il le vit de l'orage manière dans assez la scène habitée. qui est Et- hallucinante. il le vit de manière assez habitée, ce personnage. Donc, Ouais, de toute ouais. façon, c'est assez évident, quoi. Donc, du coup, voilà, il y a cette. Et puis, effectivement, comme tu disais, il y a cette. Tout est amené, en fait, c'est-à-dire dans ce truc-là, scénaristiquement parlant. Parce que moi, j'adore cette idée, tu t'en as parlé vite fait, mais j'adore cette idée du fou du village, en fait, qui génial. lui dit mais est-ce que tu vas devenir le grand champion de la ville et tout, et quand est-ce que tu vas devenir le grand champion? Et le mec lui répond, il dit à ton avis aujourd'hui, tu vois. Et quand il revient justement dans le village et que le mec lui refait ce coup-là, il se rend compte en fait qu'il a été ce fou-là, en fait, si tu veux, qu'il a été ce... Mais c'est là où moi j'ai adoré en le revoyant, c'est là où quand je parlais de rigueur narrative, c'était ça, c'est que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un personnage, un élément narratif qui n'avait pas une utilité par rapport à l'histoire qu'il racontait, et surtout par rapport au parcours psychologique. Le film, il est drivé par ça, c'est-à-dire au-delà des intrigues, au-delà des combats, au-delà de tout ça, c'est l'histoire d'un mec, et tout a été pensé de manière symbolique ou métaphorique pour appuyer ce parcours-là. Et c'est ce qui en fait pour moi un film martial de très haute volée, parce qu'on n'en a pas beaucoup des comme ça. Et même Tsuyark ne le faisait pas de cette manière-là. Il y avait toujours une volonté
de rapporter le parcours, l'arc narratif d'un personnage à sa signification dans un contexte historique et social qui l'importait presque plus, là où Ronnie Hu fait un film de personnage à l'américaine. Quand je dis à l'américaine, c'est-à-dire on se focalise sur les persos, c'est vraiment cet arc narratif qui prime. Et là, je trouve que ça se ressent véritablement, en plus dans ce director's cut, de manière magnifique. C'est peut-être un des films d'arts martiaux les plus émouvants que moi j'ai pu voir. Et c'est un classique aussi chez les stars hongkongaises d'essayer de trouver cette noblesse du film qui va les faire entrer eux aussi dans la légende. Alors autant c'est naturel pour un Jet Li qui était déjà une star à l'époque du temple de Shaolin, des arts martiaux de Shaolin, avant même qu'il fasse Il était une fois en Chine. Tu vois, Il était une fois en Chine était déjà une forme d'accès à une noblesse mythologique quelque part à Hong Kong, alors que le mec était déjà une star avant. Là où c'est un peu plus fake entre guillemets, chez un Donnie Yen, qui était le second couteau, et qui a cherché son héros mythologique à incarner, finalement, il le fait avec Ip Man, qui est pas un mauvais film, que j'aime beaucoup, moi, Ip Man, tu vois, mais il n'y a pas tout ce que véhicule. Il y a deux choses différentes. Donnie Yen, il a surtout commencé par de la série B. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment c'était des films d'exploitation pure et dure. Alors il n'a pas eu au début de sa carrière, en tout cas, il n'avait pas un grand réal en fait pour le mettre en valeur comme Jet Li. Voilà. Mais après, c'est encore ces deux distinctions, c'est deux carrières complètement différentes. Non, mais je pense ça parce que Ip Man répond au maître d'armes qui répondait quelque part Enfin, comment te dire, Maître d'armes et Ip Man sont plus, pour moi, sont plus proches dans leur intention qu'il était une fois en Chine qui n'enlevait pas sa dimension sérielle malgré tout. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on est dans autre chose. On est dans, entre guillemets, le biopic mythologique. Oui. Alors après, le truc avec Hong Feong, c'est c'est aussi ce qu'il a remis en avant, en fait. Il était une fois en Chine. Parce que t'as trois grandes figures comme ça, en fait. Ouais. T'as Hong Feong dans Il était une fois en Chine. T'as Yu-Jen dans Fearless. Ouais. T'avais Fong Sayuk. Fong Sayuk, il n'a jamais été fait de manière. Non, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, justement, c'est une grande figure mythologique des années 1700, tu vois, un truc comme ça, etc., des arts martiaux. Qui a été niqué par Wong Jing. Voilà, qui a été fait dans des séries Z, quoi. Enfin, des séries Z, après, c'est des trucs, des comédies. Peut-être qu'il y a un film chinois noble sur Fong Sayuk. Bon, moi, que j'ai pas vu, mais c'est vrai que celui qu'on connaît. Mais ce Fong Sayuk avec Jet Li. C'est une parodie. C'est voilà. Genre, l'introduction du personnage, il se moque carrément de Hong Feong dès le début, quoi. Donc bon, après ça reste rigolo comme film. Il faut le prendre comme une pantalonnade. C'est la grosse. Enfin, c'est les Visiteurs, quoi. Si tu veux, version film de Hong Kong. Quoi. mais les Visiteurs 2 ou 3 même, tu vois, si tu veux, version film de Hong Kong. C'est un peu ça, Wong Jin, quand même. C'est le Jean-Marie Poiré de la Chine, quoi. Enfin, de Hong Kong, quoi, tu vois. Donc le Maître d'armes, ça se revoit quand même très très bien. Ça se revoit super bien. C'est un super film. Moi j'adore. Je suis mais c'est vraiment. C'est au-delà de l'action. Moi, je dis, c'est vraiment bon. Enfin, ce serait pas un film martial, je trouverais l'histoire du personnage fascinante. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Enfin, moi, c'est un film que. Ça gâche rien qu'il y ait des coups de latte. Et ça ne gâche rien qu'il y ait des bons coups de latte, quoi. Voilà. Mais et même, j'ai envie de te dire, même c'est une des rares fois où même les personnages féminins sont d'une justesse et d'une subtilité qu'on n'a pas forcément d'habitude dans ce type de film-là. Et le personnage de l'actrice là qui joue le personnage aveugle est vraiment super dans le film aussi, quoi. Elle n'est pas un faire-valoir, si tu veux, comme ça pouvait être dans d'autres films de ce type. Ces personnages, en fait, l'avantage de ce film-là, c'est aussi ce qui fonctionne. C'est pour ça que tu parles de structure, entre guillemets, à l'américaine. C'est que, en fait, c'est des personnages fonction. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est qu'ils existent, mais ils existent aussi en rapport au personnage principal. C'est-à-dire qu'elle va lui révéler ça de la même manière que sa mère, en fait, va lui... mais c'est fait subtilement. Enfin, c'est fait avec une je sais pas, quelque chose de vraiment pur, quoi. Il y a une espèce de pureté émotionnelle dans ce film, je trouve. Voilà, ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est que pour boucler mon exemple, c'est que en fait Rocky fonctionne plus ou moins de la même manière. Ouais. C'est-à-dire que quand on regarde un film de Rocky, Adrian, en fait, donc c'est Adrian, on entre guillemets, on tombe amoureux de ce personnage-là de la même manière que Rocky va tomber amoureux d'elle, mais en gros, elle représente une certaine chose pour Rocky de la même manière que Paulie représente une certaine chose pour Rocky, ou son entraîneur représente Mickey représente quelque chose. Donc en fait là, c'est un peu la même logique, l'enfant perdu, tout ça, etc. Donc en fait, c'est vraiment une rigueur narrative, une vraie réflexion dans l'écriture du scénario qu'on n'a pas forcément toujours à Hong Kong. Bon, alors deux versions, comme on l'a dit. Il y a une version sur Netflix que vous pouvez voir assez facilement si vous avez Netflix. Il y a une version, il faut un petit peu aller la chercher. C'est le Director's Cut. Il est sur le Blu-ray américain. Je sais pas s'il est sur le Blu-ray français. J'ai pas vérifié. Moi, j'ai le Blu-ray américain. Voilà. Merci Yannick. Il y a pas de problème. C'est cool. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Merci aux tipeurs en fait qui nous permettent de faire ces podcasts, de payer le matos, etc., etc. Si vous voulez nous soutenir, c'est sur tipeee.com
Les mots-clés sont Capture Mag. Vous pouvez nous écouter sur les agrégateurs de podcasts habituels, hein, SoundCloud, sur YouTube aussi. Et moi, je vous dis à la prochaine avec un prochain film.